Cour constitutionnelle a officiellement proclamé ce dimanche Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo. L'autre opposant Martin Fayulu condamne un coup d'État constitutionnel. Au Togo, la Cour constitutionnelle a débouté les députés de la nouvelle législature. Leur décision de modifier dans le règlement intérieur le mandat du président et du bureau de l'Assemblée a été rejetée. Et puis l'ONU salue la décision de l'Éthiopie d'accorder aux réfugiés la possibilité de travailler, de bénéficier de la scolarisation et d'avoir des comptes en banque. Environ 900 000 personnes sont concernées par cette décision. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. La Cour constitutionnelle a officiellement proclamé ce dimanche Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo. La déclaration a été lue par Benoît Luambwa Bindu, le président de l'institution, qui a rejeté le recours de l'autre opposant Martin Fayulu. En proclamant ces résultats, la Cour constitutionnelle est restée sourde aux appels de l'Union africaine, lui demandant de suspendre l'officialisation des résultats. Reportage. En conséquence, proclame élu à la majorité simple président de la République démocratique du Congo, M. Tshisekedi Tshilombo Félix. Par cette annonce, Félix Tshisekedi devient le 5e président de la République démocratique du Congo depuis l'indépendance du pays en 1960. Il doit prendre la succession du chef de l'État sortant, Joseph Kabila, au pouvoir depuis l'assassinat de son père, Laurent Désiré Kabila, il y a 18 ans, le 7 janvier 2001. C'est la première fois que le pouvoir sera passé pacifiquement d'un homme à l'autre dans ce pays à l'histoire agitée. La prestation de serment de Félix Tshisekedi est prévue mardi prochain selon le dernier calendrier de la Commission électorale nationale indépendante. Mais déjà, ses partisans ont pris la mesure des défis qui attendent le nouveau chef de l'État. Il n'y a pas encore eu passation de pouvoir, mais je crois qu'il s'aimait déjà, qu'il est dans la peau du président de la République et qu'il peut déjà commencer à travailler parce qu'il n'a pas du temps à perdre. Est-ce que vous pensez que lui de faire Félix Tshisekedi, 55 ans, est le fils de l'opposant historique Étienne Tshisekedi, décédé le 1er février 2017 à Bruxelles. Il a pris la succession de son père à la tête du parti Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS. Il devra cohabiter avec un premier ministre issu de l'actuelle majorité pro-Kabila qui a obtenu une vaste majorité à l'Assemblée nationale d'après les résultats des législatives annoncés par la commission électorale. L'élection de Félix Tshisekedi a cependant été contestée par l'autre opposant, Martin Fayulu. Il se déclare seul président légitime et a demandé ce dimanche à la communauté internationale de ne pas reconnaître Félix Tshisekedi, officiellement proclamé vainqueur de l'élection présidentielle. On l'écoute. La Cour constitutionnelle vient une fois de plus de confirmer qu'à l'instar de la CENI, elle est au service d'un individu et d'un régime dictatorial. C'est ni plus ni moins un coup d'État constitutionnel, car il porte à la magistrature suprême un non-élu. Je demande par ailleurs à l'ensemble de la communauté internationale de ne pas reconnaître un pouvoir qui n'a ni légitimité ni qualité légale pour représenter le peuple congolais. Je lance un appel pressant à notre peuple pour qu'il se prenne en charge en organisant des manifestations pacifiques sur toute l'étendue du territoire national en vue de défendre sa souveraineté conformément à l'article 64 de notre Constitution. Du Congo, c'est M. Martin Fayulu Madidi. Le peuple doit se prendre en charge. Merci.
Au Togo, la Cour constitutionnelle a débouté les députés de la nouvelle législature élus à l'issue des élections législatives du 20 décembre dernier. Leur décision de limiter dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale le mandat du président et du bureau de l'Assemblée à 1 an renouvelable a été rejetée par la Cour qui renvoie les députés à la lecture de l'article 54 de la Constitution. Ferdinand Gadé. C'est à l'unanimité que les nouveaux parlementaires togolais de la 6e législature ont, au cours de la 2e session de plein droit, le 14 janvier dernier, adopté le règlement intérieur amendé. Dans le nouveau règlement, quelques innovations. L'Assemblée nationale aura un bureau renouvelable chaque année et les députés absentéistes paieront des amendes. Au lendemain de son adoption, la limitation du mandat du bureau de l'Assemblée nationale à 1 an renouvelable a suscité des commentaires dans les milieux politiques et dans les médias. Pour certains, une telle disposition ne peut qu'affaiblir le président de l'Assemblée nationale, la 2e personnalité du pays. 17 janvier, la Cour constitutionnelle déboute les nouveaux députés en leur renvoyant à la lecture de l'article 54 de la Constitution. Une disposition qui stipule que le président de l'Assemblée nationale et le bureau sont élus pour la durée de la législature qui est ici 5 ans dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Notons que les 91 députés de la 6e législature de la 4e République sont issus des élections législatives du 20 décembre 2018, des élections boycottées par la principale coalition de l'opposition, la C14. C'est l'Union pour la République, UNIR, le parti au pouvoir qui a remporté ces élections avec 59 sièges. L'Organisation des Nations Unies salue la décision de l'Éthiopie d'accorder aux réfugiés la possibilité de travailler, de bénéficier de l'enseignement scolaire et d'avoir des comptes en banque. Ils sont environ 900 000 personnes concernées par cette mesure. Les détails. Les réfugiés désormais mieux lotis en territoire éthiopien. Le pays leur accorde la possibilité de travailler, de bénéficier de l'enseignement scolaire et d'avoir des comptes en banque. Quelques 900 000 personnes réfugiées sur le sol éthiopien pourraient jouir de cette décision fortement saluée par l'ONU. Une décision approuvée jeudi par le Parlement éthiopien et qui est perçue comme étant l'une des plus progressives d'Afrique. Elle est consignée dans une loi historique devant désormais réglementer la vie des réfugiés dans ce pays et son adoption constitue une étape importante dans la longue histoire d'accueil des réfugiés de toute la région depuis des décennies selon le Haut-Commissariat aux réfugiés Filippo Grandi. Elle intervient dans un contexte où les États européens ont, depuis quelques années, du mal à s'accorder sur le sort à réserver aux nombreux immigrés fuyant notamment l'Afrique, tandis qu'aux États-Unis, le président Donald Trump souhaite construire un mur face à l'afflux de migrants à la frontière mexicaine. Deuxième pays le plus peuplé d'Afrique, l'Éthiopie accueille au total 905 000 réfugiés venus de pays en proie à des guerres ou troubles, notamment le Soudan du Sud ou la Somalie, ou encore fuyant des États autoritaires comme le Soudan et l'Érythrée. L'adoption de la loi devant désormais régir leur vie entre dans le cadre d'un plan plus large pour stimuler l'économie éthiopienne qui, en dépit d'une croissance rapide, doit faire face à l'un des plus forts taux de pauvreté du continent. Au Cameroun, le président Paul Biya s'inquiète de la recrudescence de prises d'otages d'éleveurs dans la région de l'Adamawa. Le chef de l'État camerounais a donné des instructions fermes à son armée de mettre un terme à cette situation. Le président camerounais part en guerre contre les groupes criminels spécialisés dans les enlèvements avec demande de rançon. Face à la recrudescence de prises d'otages d'éleveurs dans la région d'Adamawa, Paul Biya a donné des instructions fermes aux forces de défense et de sécurité pour mettre un terme à ces agissements répréhensibles. C'était à l'occasion d'un discours prononcé alors que les populations de la région de l'Adamawa affichent de plus en plus leur agacement face à la recrudescence des prises d'otages, ciblant principalement les éleveurs.
Entre 2015 et 2018, 311 cas d'enlèvement ont été enregistrés dans cette région. Durant cette même période, 70 otages ont été exécutés par les ravisseurs, alors que plus de 2 milliards de francs CFA de rançon ont été payés pour la libération des victimes de kidnapping. L'intervention de l'armée n'a permis de libérer que 29 otages pendant cette période, la plupart des libérations étant consécutives au paiement d'une rançon. Région frontalière à la Centrafrique en conflit, l'Adamawa abrite de nombreuses bandes armées qui opèrent depuis des années, kidnappant des éleveurs et des membres de leur famille pour exiger des rançons. Conséquence, beaucoup de villages se sont vidés de leurs habitants qui dénoncent de plus en plus la faible détermination de Yaoundé à combattre les prises d'otages. Présidentielle du 16 février au Nigeria, la lutte contre la corruption est au cœur de la campagne électorale. Une lutte qui reste tout de même difficile à mener dans ce pays. Des précisions à travers ces images. Ils sont de la même origine. Ils sont tous deux septuagénaires. Et pourtant, les candidats à la présidentielle du Nigeria ne pourraient pas être plus différents. L'ex-général Buhari affrontera le richissime ancien vice-président Atiku Abubakar. Tout se déroule sur fond de lutte anticorruption. Le président sortant, en arrivant à la tête du Nigeria en 2015, avait promis d'éradiquer ce cancer qui gangrène le premier producteur de pétrole du continent africain. Ironie du sort, il affrontera le 16 février Atiku Abubakar, vice-président sous Olusegun Obasanjo, qui a la réputation d'être un des hommes politiques les plus corrompus du pays. Je pense qu'une autre chose que ce gouvernement a fait, c'est qu'il a concentré sa lutte contre la corruption sur des gens qui appartenaient à des partis politiques d'opposition, ce qui a donné un temps politique à la lutte contre la corruption. Il y a également une inefficacité particulière dans le processus d'enquête mené par la Commission nigériane contre les délits économiques et financiers. Il condamne et seulement après, il mène l'enquête, alors que l'enquête aurait dû avoir lieu avant la condamnation. Ainsi, lorsqu'ils se présentent devant le tribunal, le processus s'allonge et ils ne sont pas en mesure de présenter suffisamment de preuves pour que le juge puisse se prononcer en fonction des faits qui lui ont été présentés et, si possible, obtenir une condamnation. La corruption fait partie de l'arsenal à disposition des élites. Mais l'élite l'utilise depuis si longtemps que de nombreuses générations se sont succédées et ne voient aucune autre façon de faire les transactions. Elles pensent que c'est normal. La sobriété de Buhari est aux antipodes de la flamboyance d'Atiku Abubakar. Mais au terme de son premier mandat, la lutte menée contre la corruption est fortement critiquée. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.